Alors, j'aurais pu également vous parler d'autres précurseurs qui est l'école de Barbizon, mais on ne peut pas tous les passer. Alors, je vais vous parler rapidement de Corot, mais je vais surtout vous raconter l'histoire d'un groupe d'amis. Il y a des précurseurs, des personnages qu'ils admirent, chacun admire des personnages différents. Degas, c'est quand même Ingres, et Delacroix, mais c'est Ingres avant tout. Degas est un dessinateur, Monet, c'est la Normandie, et Pissarro, c'est certainement Corot. Je vous présente ici Corot. Alors on a une mauvaise image des peintres de Barbizon, d'abord parce que c'est vrai qu'ils mettent les chevaliers à l'extérieur, mais ils terminent en atelier leurs tableaux. Et puis surtout, on a perdu la clarté de ces tableaux parce que comme Courbet, il travaille sur des fonds butimeux, et la noirceur remonte dans leur peinture. Alors chez Corot, il y a une chose qu'on retrouve presque systématiquement chez Pissarro, c'est ce chemin qui entre dans le tableau, qui vous permet d'entrer dans la tridimensionnalité fictive du tableau et qui est ponctué de petits personnages, de murs ou d'arbres. D'ailleurs, jusqu'en 1866, au moment où ils vont se disputer, Pissarro se présente au salon comme élève de Corot. Et quand, en 1874, Pissarro, Monet, Renoir, toute la clique, ouvre la première exposition des impressionnistes, il y a un des critiques qui dira « Oh, Corot, quels crimes sont commis en ton nom ». Donc chez ces paysagistes en particulier, on reconnaît Corot. Quand on suit Pissarro, on va suivre juste Pissarro pour que vous voyez cette évolution en quelques années. Vous avez toujours un chemin, cette fois il est en diagonale, vous avez un mur qui, au lieu d'accompagner la pénétration du regard, est en train de fermer. En guise de fenêtre, un coup de pinceau. Vous avez ici en guise de latte de bois, deux coups de pinceau, un pour le marron, un blanc par-dessus. L'herbe ici, vous voyez les traces de chaque brin d'herbe. Et ce qui m'intéresse en particulier, c'est cette partie, ce que j'appelle le staccato du pinceau pour les branches en hiver. En 70, souvenez-vous, c'est la guerre contre la Prusse et le siège de Paris 70-71, enfin en 70 plus exactement, et au début 71. Donc, on a une palanquée de peintres qui vont partir. Cézanne, il part revoir sa Provence natale. Vous avez Renoir, lui, il part pas, il rentre dans la cavalerie pendant 4 mois, mais il n'ira pas au combat, on ne l'envoie pas au combat. Vous avez Degas et Manet qui rentrent dans la garde nationale et qui d'ailleurs sont stationnés en partie dans ce qui sera le bar aux Folies Bergères. Non, oui, bien sûr, le bar aux Folies Bergères, ils ont comme colonel Messonnier. Donc eux restent dans Paris en grande partie. Mais à Londres, vous allez trouver Daubigny, vous allez trouver Monet et Pissarro. Et qui ils rencontrent, en particulier Monet et Pissarro? Ils vont rencontrer Durand-Ruel qui lui aussi est à Londres et qui à partir de 72 va acheter des tableaux. Donc on peut imaginer qu'à ce moment-là, Pissarro et Monet, je doute qu'ils parlaient anglais, ou très peu, mais je pense qu'ils ne parlaient même pas anglais. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retrouver les Français ensemble. Et ils vont se retrouver à peindre ensemble. Et donc ce développement de Pissarro s'accélère. Regardez les touches claires, ce sont des touches épaisses au pinceau pour marquer les touches claires. Vous avez les arbres ici de plus en plus frappés à coups de pinceau et le staccato dont je vous parlais tout à l'heure pour les branches. Alors oui, un groupe s'est formé, mais ce groupe est informel. On s'est rencontrés, alors pour la petite histoire, on s'est rencontrés dans les ateliers. Au Père Suisse, donc dans l'atelier du Père Suisse, il y avait au début des années 60, Pissarro, Piette, Guillaumin et Cézanne. Et puis il y a Monet qui va au Père Suisse, donc qui va rencontrer Pissarro, Guillaumin, Cézanne, etc. Et il va également chez Gleyre. Et chez Gleyre, il en connaît deux autres, Basile et Renoir. Donc en fait, cette équipe dont on va parler, qui sont les impressionnistes, si on veut les remettre dans notre esprit à nous, c'est les copains d'école.
Et quand on a des copains d'école et qu'on grandit, on ne fait pas tous le même métier, on n'a pas tous exactement le même profil. Ils vont avoir des moments de partage, mais ils n'ont pas exactement le même style les uns et les autres parce qu'ils n'ont pas écrit une charte sur laquelle on allait dire « nous allons peindre telle et telle chose de telle et telle façon ». Donc il n'y a pas de sujet imposé et il n'y a pas de style imposé, alors que vous avez des avant-gardes au début du XXe siècle, et je pense aux cubistes de salon et je pense aux futuristes qui, eux, ont une charte. Ce sont des avant-gardistes avec des leaders et des lignes à suivre. Ça n'est pas le cas chez nos amis les impressionnistes. Et puis, je rappellerai un petit détail, il y a toujours quand on parle de Monet, on est toujours tenté de parler de ses problèmes financiers, qui n'en ont pas toujours été d'ailleurs, loin de là, mais on sait qu'il a souvent vécu quand même avec 2 domestiques, même dans des moments très difficiles. Donc, bon, il a peut-être eu des moments où il avait du mal à finir ses tableaux parce qu'il n'avait plus de peinture, mais ça, c'est une autre affaire. Basile, lui, c'est le grand que vous voyez ici sur la droite, est d'une grande famille montpelliéraine. Il est suffisamment aisé, sa famille le soutient dans sa démarche artistique et il peut se permettre de louer de beaux ateliers dans Paris. Et c'est comme ça qu'il va partager rue Visconti pendant 2 ans, autour de 66-67, il va partager son atelier avec Renoir et il l'écrit à sa mère. Et puis après, il y a Monet qui va débarquer, pas pendant très longtemps, qui va s'ajouter on dirait chez nous, qui va se taper l'incruste. Pourquoi? Parce qu'avant, il était chez Sisley. Sisley se marie, donc il ne peut plus rester décemment chez Sisley. Donc, il arrive chez Basile où il se retrouve avec Renoir, tous ensemble. Et Basile, charmant, écrit à sa mère et dit « c'est une véritable infirmerie ». Alors, c'est surtout une infirmerie financière, parce qu'ils ne sont pas malades. Et puis ensuite, de 68 à 70, pendant 2 ans et demi, cette fois, Basile ouvre sa porte à Renoir, qui partage en partie le loyer, rue de la Condamine. Donc, ils se côtoient en particulier dans ses ateliers. Alors, encore une fois, Fontaine-Latour veut nous faire un portrait de groupe. Alors, si on regarde ce portrait de groupe, vous avez, d'un point de vue stylistique, quelque chose qui n'a rien d'impressionniste. C'est un peintre de salon, Fontaine-Latour, et il s'opposera toujours à la possibilité de présenter des tableaux en dehors du salon. D'ailleurs, ici, vous avez un parfait Clarusco, et en plus, il a même mis une statue grecque, une référence académique parfaite. Mais il présente Manet en maître avec des pupilles autour. Manet n'a jamais eu de pupille, c'est même l'inverse. Cet extraordinaire peintre qui a déjà une réputation en 1874 va rejoindre l'équipe des impressionnistes et en particulier Monet à Argenteuil et il va se mettre à l'école de Monet pendant un certain temps. Donc loin de nous cette idée qu'il a été leader d'un point de vue stylistique. Il les a guidés, il leur a montré une nouvelle voie en peinture, mais il ne leur a pas enseigné. Schölderer, lui, va partir peu de temps après. Astruc va participer au mouvement, c'est également un poète. Zola, c'est le critique, qui n'est pas toujours d'accord d'ailleurs avec les impressionnistes, c'est pas assez socialement engagé pour lui. Vous avez Monet qui est juste derrière et le grand Basile. Alors le grand Basile, il n'a pas eu de chance. Je vous ai parlé de la guerre de 70. C'est le seul qui était à Montpellier pendant la guerre de 1870 et face à l'avancée des troupes prussiennes, en bon patriote, il a dit « je m'engage ». Et il s'engage, il a fait le zouave, c'est le cas de le dire, il s'est engagé chez les zouaves. Et quand on est sur un champ de bataille, le plus grand, on le voit, et c'est presque le premier à avoir reçu le plomb, et il meurt, il y a toute une épopée, la recherche de son cœur. Donc Basile, qui a un rôle fondamental dans le groupe qui va devenir les impressionnistes, a fait le zouave sur les champs de bataille, et il y est resté. Puis il y a Renoir, ici, qui est en espèce de position d'enfant de cœur, comme s'il écoutait effectivement une leçon. Si vous voyez la caricature, vous avez Manet en Dieu vivant et puis les enfants de cœur ou les croyants derrière. C'est une idée totalement farfelue, ne serait-ce que parce que Manet n'est pas un leader et ne va pas les enseigner. Ça fait partie de ces fausses idées qui se promènent déjà à l'époque. En fait, là où il est un leader, c'est pour les entraîner dans un café qui est le café d'Augustin Gerbois, où il se retrouve régulièrement. Manet, lui, s'y rendait le vendredi. Ils avaient une table, sauf erreur, réservée à droite, où, à coup de discussion et de coudoiement, Monet raconte, ils avaient une grande fécondité. Donc, il y a un échange verbal. On est très très loin de la bohème de Courbet, par exemple, à Paris, au début des années 50. On a des hommes
bien tenus en général, qui se retrouvent au Café Gerbois. Alors il y a quand même eu un petit dérapage, dit-on, c'est qu'une fois, Duranty a écrit un texte qui ne plaît pas beaucoup, une critique qui ne plaît pas beaucoup à Manet. Manet arrive au Café Gerbois, il le soufflette vaguement sur la joue, il déclare le duel et c'était pas à coup de pistolet, ils sont remontés les manches, ils se sont battus en bons garçons, on les a séparés, tout ça, ça s'est bien terminé. C'est pas au Café Gerbois qu'ils vont décider des expositions impressionnistes, c'est à la Nouvelle Athènes où ils vont se retrouver ensuite. Alors, si on avait véritablement eu un groupe, je pense qu'ils auraient pu faire des photos de groupe. J'arrive à vous présenter des peintures de groupe de Fantin-Latour qui ne sera jamais un impressionniste, mais j'arrive pas à vous montrer une photo. Quand on est content d'être ensemble, surtout à cette époque, on fait des photos. Alors vous allez les trouver, photos, mais ça ne sont que des photos individuelles. Il y en a une seule où il y a 2-3 personnages dessus, c'est Pissarro, probablement en présence de Cézanne et de Gauguin, c'est les seuls qui l'aient enseigné. Or ici, vous voyez Morisot, Degas, Renoir. Alors Morisot, Degas et Manet sont des familles qui se côtoient de la haute bourgeoisie parisienne, mais vous voyez également Monet, Basile, Renoir, Sisley, il n'y a pas de portrait de groupe. Alors je vous ai dit, ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble, ce qui fait que les uns et les autres, Basile et Renoir en particulier, peuvent se peindre puisqu'ils partagent leur atelier. Vous avez ici une peinture par Basile de Renoir, pardon, une peinture de Renoir par Renoir de Basile peignant, on le reconnaît toujours parce qu'il est plus grand que les autres. Il a probablement derrière lui un paysage enneigé de Monet, sachant qu'il a financé en grande partie Monet, il lui achète des tableaux. Et vous avez cet autre tableau qui est un tableau de Basile, qui est un portrait de Renoir, et vous allez voir dans un instant, ça ne correspond pas du tout au style de tableau. Quand je dis tableau, encore une fois, c'est une œuvre finie, des peintures de Basile. À position informelle, peinture informelle. C'est une peinture rapide qui a été faite peut-être en 2 jours, en 2 séances, parce qu'il a pu localiser sa peinture et donc il n'y a pas besoin d'attendre que ça sèche pour multiplier les couches. Il a fait cette peinture rapidement, mais ça ne représente en rien le style du tableau fini de Basile. Ce qui représente peut-être le mieux l'idée d'un groupe impressionniste, c'est le tableau de Basile du studio de la rue de la Condamine, c'est-à-dire ce studio qu'il partage avec Renoir. Ça y est, Monet est marié en 1870, hein, pour remettre les choses en place. Il vivait déjà depuis longtemps avec Camille, dont il a fait un enfant, mais cette fois il l'a épousée. Premier petit détail, les murs sont bleus. Eh bien, on sait que dans certaines expositions impressionnistes, les murs vont être lilas et les peindres vont être colorés. Pissarro fera des cadres jaunes sur ces murs lilas, tandis que Marie Cassatt fera des tableaux avec des cadres peints rouges et verts. Alors souvent on dit que c'est une invention de Seurat, ça existe déjà chez les impressionnistes parce qu'ils veulent illuminer leurs propres tableaux. Alors qui se trouve ici? Le grand, ça y est, vous savez qui c'est le zouave Basile. Ici, vous avez commentant le tableau Manet avec sa barbe blonde et à côté Monet. Certaines personnes font une inversion, mais il est fort probable qu'on puisse reconnaître avec la barbe blonde Manet. Au piano maître, et ces deux personnages, on n'est pas absolument sûr de qui il s'agit, ce serait probablement Astruc et Renoir. Les tableaux ici, vous avez un refusé en haut au salon de Renoir, vous avez un autre refusé, la toilette de Basile ici, au-dessus du divan blanc. Au-dessus de la tête de maître en pianiste, vous avez probablement une peinture de Monet. Alors pourquoi une peinture de Monet? C'est pour rappeler que Basile achète des tableaux à Monet. Et puis vous avez ici le chasseur d'éperviers et ce tableau, on va le regarder dans un instant. C'est la vue de village qu'ils sont en train de commenter. Alors quand vous voyez ce tableau, aussi lumineux soit-il, c'est un travail académique. Les traits de la jeune fille presque italiens sont reconnaissables, l'écorce des arbres. Regardez, on sait que c'est un pin. Il n'y a pas de doute là-dessus, que ce soit pour les épines de pin ou l'écorce juste derrière le tronc de la jeune fille. Et puis, l'arrière-plan a été travaillé. Vous avez une parfaite composition de village. Et d'ailleurs, si on fouille les dessins du Louvre, on tombe sur les dessins préparatoires de Basile. Non seulement des dessins préparatoires, mais vous avez les lignes qui sont tracées qui vont permettre le report sur la toile, carré par carré. Donc on a chez Basile, qui est un des leaders de ce groupe en train de se former, qui fait un travail fini à partir de dessins préparatoires. Donc le travail sur le motif,
un petit peu limite. Cette idée qu'on a de plénérisme, qui existe d'ailleurs depuis le début du 19e siècle, qui a été accélérée par l'invention des tubes de peinture en 1841 par un Américain et qui ont été le principe un peu volé ensuite par les Français, par un certain Lefranc, on s'est dit, bon, bah, c'est les premiers, c'est pas vrai. Il y en avait avant eux, et surtout, quelqu'un comme Basile, il travaille en atelier. Si on compare un tableau de Monet de la même année avec une structure similaire, une jeune fille devant un paysage, vous voyez bien qu'il y a un écart colossal avec Monet. Si vous pouvez vous mettre sur Internet 5 minutes, enfin, c'est pas 5 minutes, vous pouvez regarder des études de la forme de ce tableau dans les détails, parce qu'il en a impressionné plus d'un. Moi, je vais faire beaucoup plus vite que ça. Regardez les troncs, ce sont des coups de pinceau. Je ne peux plus reconnaître les écorces. Quant aux feuilles, je crois que le meilleur des botanistes aurait du mal à reconnaître le type d'arbre qu'il est en train de peindre. Il s'est fait un plaisir immense à travailler ses reflets à coups de grands coups de pinceau dans le reflet de l'eau. Quant aux champs, aux arbres de l'arrière-fond, là encore, vous avez des grands coups de pinceau. Il n'est pas du tout dans la précision d'un Basile. Les rameurs entre les arbres, j'ai du mal à savoir exactement de quoi il s'agit. Quant à cette jeune fille ici, elle n'a pas de visage. Et la robe, c'est un coup de pinceau de bleu, un coup de pinceau de blanc, presque je pourrais. En fait, quand on connaît la difficulté de Monet et mon incapacité notoire, mais vous voyez que ce n'est pas du tout le même travail que Basile. L'autre tableau, je vous rappelle, qui était ici, celui-là, c'est donc le pêcheur à l'épervier. Le pêcheur à l'épervier, quand vous regardez ce nu, c'est un nu académique dans toute sa splendeur. C'est un Basile, donc il sait travailler le dessin, il sait travailler la peinture de manière académique avec l'émulation de la sculpture grecque dans ce corps. D'ailleurs, ce tableau a été refusé au salon, peut-être parce qu'un nu homme aussi sensuel vu de dos, ça ne passait pas. Mais ça passe pas, non pas parce qu'il est mal dessiné, c'est parce qu'il est trop réaliste en fait. Donc je suis en train de vous montrer qu'il y a du réalisme extrême chez un peintre qui est au cœur de l'impressionnisme au début des années 70. Quant au deuxième personnage que vous avez sur le fond à droite, il est tiré de celui qu'on appelle le spinario, que vous retrouvez en haut à gauche sur cette diapositive, que tous les étudiants vont reproduire ce spinario, et vous le retrouvez ici sur la droite du tableau. Or, si vous regardez bien, il y a un petit problème de perspective. On sent bien qu'il a fait le paysage d'un côté, peut-être effectivement en plein air, sûrement en plein air, et que de l'autre côté, il a travaillé ses dessins qu'il a reproduits ensuite sur le tableau, ce qui fait qu'ils sont mal intégrés dans le paysage. Et quand vous voyez cet autre tableau, ici, attendez, je vais y venir dans une seconde, on y reviendra après, c'est pas grave. Basile a acheté ce tableau à Monet. Ce tableau est refusé au salon, au salon officiel, c'est Les Femmes au Jardin. Alors les Femmes au Jardin, il y a toute une histoire derrière, vous la connaissez peut-être. Ça fait partie de ces grands tableaux, il fait à peu près 2,50 m par 2 m, qui veut absolument Monet peindre en extérieur. Résultat, il a créé un fossé dans son jardin et il le monte et descend avec des poulies. Alors il y a toute une histoire sur ce tableau. Tout ça pour le peindre devant le motif. Alors quand vous avez 2,50 m par 2 m, soit il allait prendre une échelle, mais à ce moment-là, il allait changer son point de vue. S'il veut toujours avoir un point de vue horizontal, il fallait le monter et le descendre. Bon, passons. Quand vous le regardez, 2,50 m par 2 m, il y a un détail infini extraordinaire. Il avait été refusé au salon, probablement. Alors, on a des extraits des critiques qui disent qu'il faut qu'on arrête cette jeunesse qui ne nous convainc pas. En fait, ces critiques ne veulent pas de cette légèreté de sujet pour un 2,50 m par 2 m. Mais ce n'est pas le fini, ce n'est pas la texture qui les gêne, ce n'est pas le fini, parce que le fini ici, il y est. Regardez le détail de la dentelle. Ce qui explique très bien que ce tableau est présenté dans le cadre de l'exposition, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir, à Orsay, les impressionnistes et la mode, en présence de ces robes. Parce que les robes que vous trouvez présentées ici, on les retrouve là. Donc il y a un vrai fini dans les grands tableaux de Monet. Alors je fais une parenthèse, rappelez-vous, il fait des petits tableaux rapidement faits qui ressemblent à des impressions parce qu'il vend des études, parce que c'est rentable. Quand il veut présenter un tableau au salon et rentrer chez les grands, il finit son tableau. Ce tableau n'étant pas vendu, il est racheté par Basile pour une petite fortune, pour 2500 francs. Résultat, il s'était mis d'accord avec Basile pour lui donner 50 francs par mois. Donc il y a un échange, enfin il s'était mis d'accord, pardon, avec Monet
pour le payer 50 francs par mois. Ça a donné lieu à des batailles épistolaires parce qu'évidemment Monet voulait l'argent tout de suite. Passons. Basile emporte ce tableau à Montpellier où il va passer peut-être l'été ou pour une réunion de famille et va être inspiré pour faire sa propre société en extérieur qui est un petit peu l'équivalent des femmes au jardin qu'on vient de voir. Eh bien, si vous regardez ce dessin, c'est très différent. Regarde, on a un marronnier, là encore, on reconnaît les essences. Ici, on ne reconnaît pas l'essence de l'arbre. Chaque visage est bien particulier. On a l'impression qu'ils nous regardent presque tous comme si on allait les prendre en photo. À l'époque, c'était assez à la mode. Je n'ai pas la photo qui correspond. Je ne sais pas s'il y a une photo derrière. Mais on sent qu'il y a un réalisme et il y a une précision toute particulière. Et d'ailleurs, Basile écrit qu'il veut restaurer à chaque objet sa force et son volume. Restaurer à chaque objet sa force et son volume, on n'est pas du tout dans la dissolution qu'on va trouver chez un Renoir en début des années 70, chez Morisot ou chez Monet. Donc vous voyez qu'il y a des styles complètement différents dans ce qui va devenir les impressionnistes. Alors lui, il ne va pas pouvoir devenir encore une fois, mais voilà ce qu'il est en train de peindre. Et ce dernier tableau de lui, Scène d'été, il est au salon en 1870, il est accepté, c'est pourtant un tableau assez grand, 1,50 m par 1,60 m. Alors on ne sait pas pourquoi cette fois il a été accepté alors que les femmes au jardin de Monet ne l'étaient pas. Il écrit à sa mère, ça y est, ou à son frère, je ne sais plus, je vais être connu, je vais réussir en peinture. Si vous regardez là encore ce tableau, ok, on reconnaît à nouveau les écorces. Il y a un paysage qui a certainement été peint en extérieur, aidé pour la progression de la perspective par les colonnades d'arbres. Mais si vous regardez les dessins, c'est la même chose que tout à l'heure. Vous sentez qu'ils ont été déposés sur le tableau. Ils ne sont pas intégrés. Quand vous regardez les pieds ici, ils ne sont pas vraiment intégrés dans le décor. Quant à celui-là, il n'est pas à la bonne place. Il est trop grand par rapport à l'éloignement. Oui, j'ai oublié ce petit détail. Celui qui est en train de se baigner, moi je suis très gênée par cette différence de couleur entre le corps et l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dessiné en partie à partir de Monet ses amis à Paris et il a peint le tableau en atelier à Montpellier. Donc vous voyez l'écart entre cette idée d'impressionniste qui peigne en plein air sur le motif et ce qu'on peut trouver chez quelqu'un comme Basile. Alors on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, ce sont les expositions de ce jeune groupe. Alors évidemment il manque Basile puisque Basile est resté sur le champ de bataille.